Alors bonjour et merci d'être venus pour amorcer cette semaine du patrimoine. Le patrimoine, ok, c'est comme Aline vous a dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que les anciens nous ont laissé. Okay? Vous avez différents patrimoines. Vous avez le patrimoine qu'on peut dire architectural, bâti, qui est ceci. On a le patrimoine qu'on peut dire culturel, le patrimoine artistique, bref, tout ce que les générations précédentes nous ont laissé. Et dans le cas qui vous concerne peut-être plus, on va appeler ça le patrimoine familial, okay? La maison dans laquelle vous habitez, mais un jour peut-être qu'elle vous être léguée, mais ça s'appelle le patrimoine de la famille. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquette, qui est, dans l'histoire de Caraquette et dans l'histoire du patrimoine de Caraquette, le plus vieux bâtiment. Okay? L'église de Caraquette, comme vous le savez, est la troisième église. La première église avait été construite à Saint-Anne-du-Bocage, qui était plutôt une chapelle. Et en 1817, arrive Monseigneur Cook, dont je vais vous montrer sa photo. Alors, la deuxième église, qui était construite juste à côté ici, a été construite par Monseigneur Cook entre 1817 et 1920. Ça avait pris 3 ans à bâtir. Monseigneur Cook naît de Trois-Rivières. C'était un Québécois et qui était très sévère. C'était un prêtre qui était très sévère et à l'époque, il était ce qu'on appelle un curé missionnaire, c'est-à-dire qu'il était curé résident à Caraquette, mais il faisait mission dans les villages avoisinants, tels que Pocmouche, par exemple. Alors, il va construire la première église et en 1823, il quitte, mais l'église est très bien, elle est fréquentée, mais arrivé 1850, l'église est un peu trop petite. Alors, on va procéder à la deuxième église. Alors, en 1857, on va amorcer la construction de l'église dans laquelle vous êtes ici, qui a pris 7 ans à bâtir par les paroissiens. Okay? Alors, c'est une église, très grande église, et Jean-Marie Paquette, qui venait de la ville de Québec, est celui qui va, si vous voulez, instituer, qui va convaincre la paroisse de défaire la vieille église, mais de construire celle-ci auparavant. Et en 1864, après 7 ans de construction, l'église est terminée et on va la consacrer. Consacrer une église, ce n'est pas bénir une église, c'est plus que ça. Pour vous donner un exemple, si jamais l'Église deviendrait autre chose qu'un lieu de culte, c'est-à-dire pour dire la messe, les mariages, les baptêmes, les funérailles et tout ça, il faudra avoir une cérémonie pour la déconsacrer. Okay? Aujourd'hui, on joue un peu avec ça. Il y a eu des spectacles dans l'Église. Bref, on est moins rigoureux. Mais à l'époque, une église consacrée n'est que pour le culte. Et si on veut faire d'autres choses, il faut la déconsacrer. Alors, la cérémonie de consécration était prévue à la Saint-Pierre, c'est-à-dire au mois de juin. Pour ça, ça s'appelle l'église Saint-Pierre-aux-Liens à l'époque. Mais on a un petit problème, c'est qu'on doit de l'argent. C'est-à-dire ceux qui avaient travaillé sur l'église, surtout les contremaîtres, on leur devait 500 $. Et on ne peut pas procéder à la consécration d'une église ou à toute autre activité religieuse par rapport au bâtiment, tant aussi longtemps qu'il y a des dettes. Alors c'est pour cette raison-là qu'on sera obligé de repousser un peu la date, et c'est en nous que nous allons procéder à la consécration. La consécration a lieu au mois d'août, et elle va durer 4 heures.
Ça fait une messe longue, hein? 4 heures. Alors, comment ça se déroule, une consécration? Ça, écoutez, c'est à l'époque. Aujourd'hui, ça serait un peu plus simple. L'évêque, qui était l'évêque de Chatham, qui était Monseigneur Rogers, arrive à Caraquet, et à 8 heures du matin, on débute, si vous voulez, la cérémonie. La cérémonie commence par une procession, 3 fois tout le tour de l'Église. 3 fois tout le tour de l'Église. Et une fois la procession terminée, on ouvre les portes de la grande allée, l'évêque et les servants de messe seulement, toute la foule est dehors. Et pour vous donner un exemple, il y avait 3000 personnes qui étaient venues à la consécration de l'Église, tant des Irlandais catholiques, évidemment de Pokemouche, de la Miramichi, de Bathurst, que des catholiques des paroisses arvesnantes. Alors, l'évêque rentre avec ses servants de messe, et là, il fait toute l'Église et il bénit les murs. Les autels latéraux qui étaient là vont monter en haut et il va faire ça, OK? Bénit tout. Alors, ça prend un certain temps. Et par après, la foule rentre. Et là commence, évidemment, la cérémonie. Mais avant ça, on va faire des choses. Avant de bâtir l'Église, OK? Avant de bâtir l'Église, on a bâti la sacristie, hein, qui est juste à côté, là. On a bâti la sacristie où les contremaîtres, qui étaient des Jerseyais, hein, qui venaient de l'île Jersey, vont habiter. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la sacristie n'a pas un style religieux, mais bien un style d'un cottage anglais, OK? Que les Jerseyais, évidemment, sont très familiers parce que c'est un peu le genre de bâtiment, hein, qu'on avait à l'époque sur les îles. C'est une construction énorme pour l'époque. Hein? Après ma présentation, vous viendrez ici puis vous garderez comme ça. Là. Vous verrez comment c'est imposant. Alors, on a évidemment une construction en bois et en pierre. On a une structure, si vous voulez, en bois, et après, on s'en vient avec la pierre. Alors, vous voyez, c'est des gros madriers, c'est vraiment de la grosse planche. Hein? Ici, vous voyez, à chaque bout, là, vous avez, mais l'autre, vous ne le voyez pas là, on a mis un vitrail. Hein? Ça s'appelle un œil de bœuf. OK? Vous savez, une fenêtre qui est ronde, on appelle ça un œil de bœuf. Vous voyez les planchers? Ça, c'est les madriers ici, là. Impossible. C'est très dur. Je vais vous raconter une histoire. Okay? Lorsque j'étais au village acadien, un jour, je reçois un appel du curé de Saint-Léonard-Parent. C'est une paroisse dans le Madawaska, près d'Edmundston. Et on arrive, et il dit, on a eu un accident à l'église, puis on veut savoir si on peut réparer ça ou défaire l'église. Bref, on arrive là, le clocher comme ça. Et lorsqu'on rentre dans l'église, le plancher dans la grande allée est ouvert. Comme ça. Alors là, je dis au monsieur le curé, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, parle-moi-en pas. Il a dit, nous avons eu, en fin de semaine, le congrès des chevaliers de Colomb. Et il dit, le samedi soir, nous avons eu une danse au sous-sol de l'église. Et pour faire de la place pour danser, on a enlevé des poteaux. Et il dit, là, personne remarque ça. Il dit, lors de la grand-messe, lors de la communion, mes beaux chevaliers de Colomb remplissent la grande allée et tout d'un coup, le plancher s'ouvre. Dans un nuée de poussière, tout ce beau monde tomba dans la cave. Et il dit, miracle, un seul bras de cassé.
OK? Mais ici, c'est solide. OK? Bon, on continue. Quelques éléments extérieurs, parce que c'est intéressant. On parle ici d'un bâtiment religieux. Vous voyez la pierre, OK? Vous voyez l'épaisseur des murs, là, si vous regardez les fenêtres, hein? Vous voyez comment c'est épais que c'est? Or, la pierre vient de Grand-Anse. Elle a été transportée par un monsieur Ambroise Cormier. Chose intéressante, c'est les sept fenêtres de chaque côté. Hein? C'est les 7 jours de la semaine. OK? Si vous regardez là, 3 portes. C'est la Trinité. Hein? Si vous regardez les colonnes, il y en a 12, les 12 apôtres. Le symbolisme religieux dans cette église est assez impressionnant. Merci. Le clocher, évidemment, a été beaucoup modifié, mais à l'époque, hein, c'était un clocher de... Vous savez, on appelle ça un clocher, mais il y a des parties. Ça, c'est la base du clocher. Là, vous avez le clocher, et ici, vous avez la flèche. Okay? Alors, on avait à l'époque ce clocher qui était merveilleux. Vous voyez les différents clochers, on l'avait modifié, ça fait 3 fois qu'on le modifie. La croix celtique. Vous savez, les évêques à l'époque, chez les Acadiens, l'évêché, c'était des Irlandais catholiques. Alors, vous avez, OK, sur la façade est de l'Église, la croix celtique. Hein, si vous allez en Irlande, par exemple, ou dans des cimetières, surtout irlandais, vous verrez cette croix-là. Et pourquoi qu'on a mis une croix celtique sur une Église catholique francophone? Mais il faut comprendre qu'il fallait faire un petit clin d'œil, si vous voulez, à l'évêque Monseigneur Rogers, qui n'était pas toujours agréable pour les Acadiens. Vous voyez le symbolisme religieux, le symbolisme, hein, les 3, ça c'est la façade, hein, qui représente la Trinité, et la plupart des églises ont ça, les églises catholiques. La richesse du contenu. Mais avant de vous parler de la richesse du contenu, je dois évidemment vous dire que le contenu de cette église, à première vue, lorsqu'on rentre, on dit bon, c'est pas pire, mais il n'y a pas grand-chose. Mais attendez que je vous en parle. Le maître-autel, hein, qu'on appelle un tabernacle, date de la deuxième église qui avait été bâtie en 1817. C'est une François Baillarger, OK? C'est une François Baillarger qui était un grand ébéniste du Québec, qui a fait ça en 1840. Et lors de Vatican, parce qu'évidemment, à l'époque, hein, le prêtre dit la messe et le dos avec le Concile du Vatican, on a évidemment fait, hein, si vous voulez, cette ouverture, si vous voulez, des célébrants vis-à-vis des fidèles. Alors, il parle aux gens et non comme ça. Et le tabernacle devient, si vous voulez, obsolète. On l'avait retiré de l'Église, on l'a remis dans l'Église, mais on l'a fait tout restaurer à Ottawa. Et il est inscrit, ce maître-autel-là, il est inscrit au patrimoine canadien. Okay? C'est très important, c'est une œuvre protégée. La peinture que vous voyez là, hein, est un tableau de Joseph Légaré, OK, 1840, qui était aussi dans la deuxième église de Caraquette, et c'est Saint-Pierre libéré de prison et non Saint-Pierre au lien. OK, il faut comprendre. Et c'est quoi l'histoire de ce tableau-là? Le tableau original avait été peint par Jean de la Fosse,
qui était un peintre français du 17e, 18e siècle. Il chevauche les deux. OK? Et lors de la Révolution française, OK? Lors de la Révolution française, qui était un mouvement évidemment très violent, et surtout contre l'Église et la religion, beaucoup de prêtres vont s'enfuir de la France, et le tableau original, qui n'est pas lui, là, mais je vais vous expliquer, est enroulé et emporté au Grand Séminaire de Québec. Et le tableau original va brûler en 1888 lorsque le séminaire est la proie des flammes. Mais Joseph Légaré en avait fait 3 copies en 1840. Et il y a une copie qui est dans une église à Trois-Rivières. Il y a cette copie ici et l'autre, je ne sais pas exactement. Mais c'est un tableau d'une très grande valeur. Et là, j'attire vos attentions sur ceci. Regardez toutes les colonnes, partout, ce qu'il y a du bois, OK? À part que la rampe de la balustrade, OK? Ça a été peint à la main. Ça a pris des mois. L'église est fermée, personne ne peut voir, OK? C'était des frères Duval qui venaient de l'île Jersey, OK? Amis Duval, Philippe Duval, John Duval et Georges Duval, qui venaient de l'île Jersey, qui étaient, si vous voulez, ils étaient le contremaître, Philippe Duval, et ses neveux sont venus pour faire ça. Ça s'appelle du marbre trompe-l'œil, ou du faux marbre, ou encore le marbre des pauvres, parce que c'est une imitation de marbre, mais ce n'est pas du marbre, c'est du bois. Et c'est une œuvre extraordinaire, et comme je l'ai dit précédemment dans d'autres, lorsque j'ai reçu, il y a une dizaine d'années passées, Jacques Dalibard, qui était vice-président de l'UNESCO, qui est une grande organisation internationale qui s'occupe énormément de patrimoine, lorsqu'il est entré dans l'Église, il a dit non, ça ne se peut pas. C'est très rare, hein? Surtout la qualité de cet art, hein, qui a été fait par les frères Duval. On continue. Alors ça, c'est lui, Philippe Duval, un des Duval, qui était ici. Alors vous voyez, le fond marbre, la caractéristique la plus distinctive de l'église de Caraquette. Et plus tu viens près du sanctuaire, plus il est riche. Lorsque tu montes en haut, hein, bien, le marbre est un peu moins riche, c'est-à-dire que la représentation. Voilà, la chaire. La chaire est aussi de la deuxième Église. Okay? Elle date d'à peu près 1840. Et évidemment, à l'époque, vous avez un escalier qui monte à la chaire, parce que c'est là que le curé allait faire son prône du dimanche, et elle était un petit peu, évidemment, séparée de la colonne. Mais c'est un exemple très intéressant, OK, de l'art du 19e siècle, et on pense, OK, qu'elle a eu une influence bretonne à cause de toute cette partie inférieure, mais nous ne sommes pas sûrs. Les bénitiers, la même chose, OK? Les bénitiers sont vraiment, OK, une œuvre de la deuxième Église. Et qu'est-ce qui est assez intéressant, on a 2 ici à Caraquette, et le troisième, il y a un troisième bénitier qui est au Royal Ontario Museum, hein, puis qui est en montre, et avec évidemment la notice que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. L'orgue. Vous voyez là? L'orgue date de 1901. OK? C'est une Casavant.
OK? Les frères Casavant, OK, sont des constructeurs d'orgues d'à peu près 1870 de Saint-Hyacinthe au Québec, et ils construisent encore des orgues. Et cet orgue-là a été touché. Hein? On ne dit pas jouer de l'orgue, on dit toucher de l'orgue. A été touché par la première fois en janvier 1901 par Claver Casavant, un des frères Casavant. Ça avait été tout un événement d'avoir, si vous voulez, le constructeur de cet orgue-là. Et c'est la numéro 127. OK? Alors, c'est un orgue de 500 tuyaux, à peu près 500 tuyaux. On en voit quelques-uns, mais il y en a beaucoup à l'intérieur. Et c'est vraiment une pièce assez intéressante. Et qu'est-ce qui est encore plus intéressant? C'est que le nouvel évêque qu'on vient d'avoir, qui est Michel Proulx, hein, est un organiste. OK? Depuis l'âge de 6 ans, il me disait qu'il joue de l'orgue. Alors, on a hâte qu'il vienne à Caraquette pour toucher l'orgue. Vous voyez, la décoration et tout ça, c'est vraiment un ouvrage exceptionnel. Et les Casavant ont fait des orgues partout. Si jamais vous allez à la Maison symphonique de Montréal, vous avez un orgue là majestueux. Et l'un des plus grands orgues qu'ils ont fait est à la cathédrale de Providence, au Rhode Island. Alors ça, c'est Joseph Claver Casavant qui était venu ici le 24 janvier 1901. Le chemin de croix. Hein, on commence à en avoir. Regardez le chemin de croix. Hein? Le chemin de croix. Y a-t-il quelqu'un de vous autres qui peut me dire combien de stations de chemin de croix qu'il y a? Hein? Comment est-ce qu'il y en a, le chemin de croix? Au catéchisme, il faudra apprendre ça. Il y en a 14, OK? Alors, le chemin de croix est un chemin de croix sculpté, OK, par Médard Bourgault. Hein, il est un des 3 frères Bourgault, grand sculpteur du Québec de Saint-Jean-Port-Joli, qui a été acheté par des paroissiens. Chaque tableau ou chaque station du chemin de croix a été acheté par une famille. OK? Et le coût à l'époque, en 1947, était 100 $ pour chaque tableau. OK? Et ici, c'est assez intéressant parce que la station numéro 4, qui s'appelle La Rencontre, là-bas, OK, a été achetée par la famille Reeve, qui était une famille anglophone de Caraquette. C'est la seule famille anglophone qui a participé, si vous voulez, à cet achat. Alors, vous voyez le détail, vous voyez OK, il y a Théophile Dugas, Joseph Landry, Félix Robichaud de Reeve Family, Michel Albert, Honoré Lantaigne, Joseph Chiasson, Cormier, Foulem, Cormier à nouveau, Théotime Doiron, Huchère Pinette, Georges Blanchard et Richard Cormier. Alors, Médard Bourgault, vous avez ici une photo de ce sculpteur qui a fait ces tableaux-là. Alors, Monseigneur Rogers, la consécration. On va revenir à ça. Comme je vous le dis, elle a duré 4 heures. Alors, Monseigneur Rogers, qui était un Irlandais catholique, OK, assez sévère, merci lui aussi, il avait même fermé le collège de Monseigneur Lafrance, qui est l'ancêtre du collège Saint-Joseph en 1854. Bref, il parle français. Et lors, après la bénédiction puis tout ça, nous allons avoir, évidemment, une messe avec, si vous voulez, des homélies, des prônes, et la bienvenue est souhaitée par Monseigneur Rogers. Et en haut, là, il y en avait une très grande banderole, OK, qui était « Soli Deo Gloriam in honor in secula », hein, à Dieu seulement honneur et gloire éternelle, parce que la cérémonie, OK, est là très importante. Alors, nous avons l'accueil, l'entrée et l'onction, l'Eucharistie et la communauté. C'était les 4 étapes. Or, c'est une messe, évidemment.
diacres ou diacres, c'est-à-dire qu'il y a 3 célébrants, en plus d'une foule de prêtres de partout. Okay? Les révérends pères Meloy, Saucier et Egan. Okay? À l'orgue était le révérend père Joseph Pelletier, qui va devenir curé de Caraquette. L'homélie, le révérend père, le père Patterson. Le message à la communauté, le révérend père Alexis Mailloux. Et c'est lui sur lequel je vais un peu m'attarder. Alexis Mailloux était le vicaire général du Québec. Un vicaire général, c'est comme un peu l'assistant, si vous voulez, le bras droit de l'évêque. Et il est aussi curé. Il est curé de Bonaventure, l'autre bord de la baie. Alors, on va le faire venir ici. Pourquoi? Parce qu'il est le plus grand prédicateur. Il est le plus grand prédicateur du Canada français à l'époque. Okay? Et il est célèbre. Et lorsqu'il va s'adresser ici, son homélie, ou son message, si vous voulez, sera d'1 heure. 1 heure de temps. Et c'est pas des petits gars. Ça rôle ici dedans. Ça jase dur. Il parle très fort. Évidemment, on n'a pas ces micros-là à l'époque. Et il ébahit, si vous voulez, la foule. Et Alexis Mailloux, il faut comprendre qu'il va combattre le schisme de Chéniky. Là, chez des enfants que je vous perds un peu, mais c'est pour les adultes ici et vos professeurs. Le schisme de Chéniky, c'est quoi? C'est qu'Alexis Mailloux et Chéniky étaient 2 grands prédicateurs qui étaient très importants dans le mouvement de tempérance au Québec dans les années 1840. Parce qu'au Québec, tout le monde faisait sa propre boisson, on s'empoisonnait, il y en avait beaucoup, évidemment, de problèmes d'alcoolisme, et eux, ils vont partir le mouvement de tempérance. Le problème avec Charles Chéniky, c'est qu'il est un peu versé sur les femmes, quoi. Bref, on doute, évidemment, de sa moralité, et l'évêque de Montréal, va à quelques occasions le changer de paroisse pour voir, et finalement, on va l'envoyer assez loin, parce qu'il est de morale douteuse, on l'envoie aux Illinois. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Aux Illinois » de Garoulou, parce que il y avait des régions françaises. Aux Illinois, c'est quoi? C'est Chicago, aux États-Unis. Alors, Chéniky s'en va aux Illinois, et là, pareil, il continue, évidemment, en tant que prêtre, à fréquenter des femmes. Bref, on envoie Alexis Mailloux combattre son ancien collègue Chéniky, qui est en train de faire un schisme. Un schisme, c'est-à-dire que c'est une division. Il veut partir une religion en lui-même. Et Chéniky, c'est assez intéressant. Il va, dans les années 1890, venir à Bathurst, essayer de faire du recrutement pour sa nouvelle religion. Alors, il y a eu des grands événements ici, dans cette église, entre autres, les funérailles de Monseigneur Jean-Marie Paquette en 1869, qui a été le curé qui avait bâti ceci, et il a été enseveli, son cercueil a été ici, là, sur le plancher. Ah oui, il était sous le plancher. Je vous en compte d'autres. La réunion des troupes scolaires de 1873, la grande réunion où on va discuter finalement de cette loi scolaire sur laquelle on est en opposition. Les funérailles de Louis Mailloux, le 2 février 1875. Louis Mailloux, que c'est un jeune homme qui a perdu la vie lors de l'émeute de Caraquette de janvier 1800. Et le 2 février, à 9 heures du matin, le père Pelletier va, évidemment, célébrer la cérémonie des funérailles de Louis Mailloux. Et dans les journaux, à l'époque, on dit ceci. Les funérailles se sont déroulées dans une très grande gêne. Parce que jamais qu'on avait pensé que la question des écoles allait
créé, évidemment, des troubles aussi importants, c'est-à-dire la mort de 2 hommes, John Gifford, qui était un milicien de la Miramichi, venu à Caraquet essayer d'arrêter le trouble, et, évidemment, Louis Mailloux. L'ordination de 4 prêtres du collège en 1909. Pourquoi que je vous parle de ça? Parce que le père Lebastard, qui était directeur du collège pendant longtemps, écrit à ses supérieurs, parce que c'était un nudiste, la congrégation, écrit à ses supérieurs en France, OK? Il dit ceci: je viens d'assister à l'ordination de 4 de nos confrères à l'église de Caraquet. Quel spectacle, il dit, de voir 60 prêtres dans le sanctuaire d'une église de paroisse. 60. OK? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en a 10 dans tout le diocèse. Les funérailles de Monseigneur Allard, comme vous le savez, Monseigneur Paquette, dans son testament, avait laissé une somme d'argent pour bâtir le couvent, pour l'éducation des jeunes filles. Et Monseigneur Allard s'était occupé, évidemment, de voir à ce que le couvent soit bâti. Et il avait aussi bâti le collège, où est le centre culturel maintenant. Et en 1912, il meurt. Et dans son testament, il avait dit ceci: « Je veux qu'on procède à l'ablation de mon cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire, l'ablation de son cœur? C'est enlever le cœur après qu'il est mort. Oh oui, oh, elle dit, oh, oui. Et le docteur Comeau, le docteur F.X. Comeau, qui était médecin à l'époque, va procéder à l'ablation du cœur de Monseigneur Allard, et on va le mettre dans un bocal de formol. Il y aura un petit reposoir dans la chapelle de l'église, du collège, OK? C'est un peu comme un legs. Et lorsque le collège va brûler en 1915, l'avant-veille du jour de l'an, la femme à Joe Blanchard, okay, qui était la tante de Monseigneur Allard, va sortir dehors, puis elle va dire: « Mon Dieu, le cœur de Monseigneur. » Elle était toute épouvantée de ça. Les funérailles du député Séraphin Légère, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'il a été l'organiste de la paroisse pendant au-dessus de 30 ans. OK? Et maître chante. L'exhumation des cercueils de Monseigneur Paquette et Monseigneur Allard, parce que Monseigneur Allard, une fois qu'on avait de l'ablation et tout ça, on l'avait enseveli sur le plancher, sous le plancher du sanctuaire, à côté de Monseigneur Paquette. Mais en 42-43, la province va passer une loi où elle interdit qu'on enterre, si vous voulez, mais ce n'est pas de la terre, qu'on ensevelit des personnes dans des bâtiments. Alors, on est obligé de les exhumer, c'est-à-dire de les sortir et de les envoyer dans le cimetière. OK, les troubles scolaires, la funéraille, l'exil du curé. Monseigneur Pelletier est assez intéressant parce qu'il va être blâmé par certaines autorités d'avoir fermenté tous les troubles à Caraquet et il va être expédié, comme vous le savez, dans une paroisse en plein, presque une colonie dans le fond du Madawaska. Alors là, vous avez ici l'organisme. Lui, pourquoi il est mort dans un accident de char en revenant de Fredericton avec F.T.B. Young. Okay? Alors ça, c'est sa famille. Okay. La translation, lorsqu'on a... OK, là, ici, vous avez les 2 cercueils. Ça, c'est le cercueil de Monseigneur Paquette, c'est celui de Monseigneur Allard, qu'on va emmener devant le calvaire au cimetière. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est lorsqu'on va sortir les cercueils, on va les mettre en exposition à l'arrière de l'église pendant 3 jours. Et le cercueil de Monseigneur Paquette, c'était les cercueils de l'époque avec une fenêtre juste en face de son visage. Alors, on pouvait le voir. Et Donat Lacroix me dit qu'il se souvient de l'avoir vu, parce qu'il était jeune à l'époque, et le visage était assez bien conservé. Les grandes transformations intérieures. Alors, vous voyez que l'Église, aujourd'hui,
Hein? C'est un peu au niveau décor, c'est, comme on dirait, c'est très minimaliste. Hein? Il n'y a comme pas beaucoup de décoration par rapport à une église. Mais regardez à l'époque. Ça, c'est l'église à l'époque. Hein? Il y a 17 statues. Vous avez évidemment les autels latéraux. Bref, c'est très habillé comme décor. Mais avec Vatican, on commence à déshabiller. Mais qu'est-ce qui est encore plus intéressant? C'est, en 1957, c'était le 100e anniversaire. Alors là, on va commencer à faire quelques travaux, et dans le vitrail ici qu'on va mettre pour l'occasion. Alors, vous voyez là comment est-ce que c'est aujourd'hui. C'est assez dépouillé, merci. Alors, le curé était précurseur. Le père Albert était un peu précurseur, si vous voulez, de Vatican. Okay? Et dans ses mémoires, on lit ceci. L'Église possédait 17 statues installées un peu partout dans l'Église. M. Livesque-Cormier avait sorti toutes les statues de l'Église dans le but de les décorer et les avait placées dans la cave de la maison de Valmont-Boudreau à Sainte-Anne-du-Bocage. Elle n'y était que depuis quelques jours lorsque on vint m'avertir que la maison de Valmont-Boudreau venait de brûler avec les statues dedans. Je regrettais le malheur qui arrivait à M. Boudreau, mais non les statues lesquelles étaient assurées. Écoutez ceci, là, c'est un curé qui dit ça. J'étais plutôt content de voir disparaître j'étais plutôt content de les voir disparaître, parce que cela nous permettait de faire une vraie rénovation du sanctuaire. Ce qui était impossible auparavant, vu l'attachement des paroissiens, surtout des vieux, pour ces vieilles reliques. OK? Puis là, évidemment, hein, on n'avait plus de statue, plus tellement en tout cas. Vous voyez, ça a été la rénovation du père Albert. Vous voyez le grand tableau à l'arrière, pas le grand tableau, mais la grande structure à l'arrière, hein, qui est ça, là. Ça s'appelle un retable. Okay? Alors, on a changé le retable de l'époque, qui était plein de statues, et ça, c'était... Et on était dans le fer forgé, pas à peu près aussi. On va descendre l'orgue par avant. On l'avait descendu là, où le maître-autel. Alors, il n'y avait plus de retable. C'était comme bizarre. On a fait 3, 4 rénovations de ce genre ici. Et l'orgue qui est là, à l'époque, elle a commencé là, elle a été là, elle a été au 3e jubé, elle a été là, puis elle est revenue de nouveau en roulant. Elle s'est promenée, comme on dirait. Alors, vous voyez, aujourd'hui, l'Église, c'est ça. Hein? C'est un énorme bâtiment, et dont nous avons quelques idées pour l'avenir. Moi, je suis très partisan d'en faire le musée, la bibliothèque et le lieu de culte, tout ensemble. Vous avez un architecte au Québec, une jeune dame, qui se spécialise dans la conversion des églises tout en restant église. Bref, c'est des sujets à développer, parce que vous avez déjà ça en Europe d'ailleurs, et ça fait quelque chose de magnifique. Alors, les remerciements. Là, je vais demander à vos professeurs de faire un exercice. OK? Un exercice, pas à soir, demain peut-être à l'école. Parce que il faut comprendre une chose. Là, je vous ai donné beaucoup d'informations, puis il y en a beaucoup qui vous ont passé par-dessus la tête, puis c'est comprenable. Il y a des choses que vous avez retenues. Moi, j'aimerais qu'à l'école demain, que vos professeurs vous demandent, OK, qu'est-ce que vous avez retenu. OK? Demain. Pas aujourd'hui, demain. Parce que là, il faut que ça décale, ceci. Juste pour voir. Parce que vous savez, je vais vous conter une petite histoire. Moi, je lis beaucoup de livres, OK? Et lorsque j'étais à l'université, je lisais encore plus qu'aujourd'hui. Et tout ce que j'ai lu à l'université, j'ai presque tout retenu.
parce que j'en jasais le lendemain, j'en parlais avec mes chums. Et aujourd'hui, je lis beaucoup de livres, puis après je les lis, je m'en rappelle presque plus. Il faut dire que l'âge est là, mais je n'ai plus l'occasion d'en parler. Alors, c'est très important lorsque nous recevons de l'information ou qu'on va puiser de l'information, qu'on la partage parce que c'est ça qui va faire que vous avez de la mémoire. OK? Et de la mémoire, c'est quoi? Hein? On peut appeler ça aussi de l'érudition. Qu'est-ce qu'est la capitale de l'Égypte? Vous ne le savez pas. Complètement en accord avec toi. Et vous avez des adultes, pareil, tu le sais. C'est quoi? Le Caire, bravo. Mais vous savez, vous avez des adultes, moi je vais au café des fois, puis on pose une question, personne ne sait, ils sortent le téléphone. Ah! Puis là, ils ont la réponse, là. Mais si tu demandes une semaine après, ils ne savent pas encore. Parce qu'ils ne l'ont pas appris, ils l'ont vu seulement. Alors, c'est pour ça que je vous suggère, je ne veux pas vous faire votre métier, mais je vous suggère, lorsque vous avez une conférence ou quoi que ce soit, le lendemain, de faire un petit exercice. Juste demander ce que ça a retenu. Alors, voilà, il va y avoir des biscuits et du café. Bien, pas du café pour vous, mais il va y avoir, je ne sais pas, Aline, il y a toutes sortes de choses, un petit lunch avant que vous preniez l'autobus pour Poc-Mouche. Merci d'être venu. Et Marguerite Bourgeois pour vous donner de l'énergie pour traverser le chemin. OK? Est-ce qu'il y aurait des questions? Attendez, là. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non? OK, bravo.